En Algérie, on connaît désormais la date de la prochaine élection présidentielle. Elle a été fixée au 18 avril de cette année, mais un seul inconnu demeure, la candidature ou non du sortant Abdelaziz Bouteflika. Kinshasa dénonce la demande de la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections en RDC formulée par l'Union africaine. La demande a été également dénoncée par le camp de Félix Tshisekedi. Et puis les organisations des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch, dénoncent un usage excessif de la force pour réprimer la contestation en cours au Zimbabwe. On en parle également dans ce JT. À la majorité, les juges de la Chambre d'appel ont décidé que l'ancien président ivoirien et l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire resteront en détention. Ce, dans l'attente d'une décision sur l'appel introduit par le procureur contre leur mise en liberté immédiate. Basée à La Haye, la Cour a précisé que la Chambre d'appel a programmé une audience le 1er février 2019 pour entendre d'autres arguments sur cet appel. Après cette audience, les juges décideront soit de maintenir les deux hommes en détention jusqu'à un éventuel procès en appel sur leur acquittement, soit de leur accorder une liberté conditionnelle ou inconditionnelle. Aucun détail n'a été donné sur la date de leur décision. Cette démarche distincte pourrait prendre des mois. La mise en liberté des deux hommes a été suspendue mercredi soir suite à un appel de l'accusation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. La présidence algérienne a annoncé ce vendredi qu'un décret présidentiel a convoqué le corps électoral pour l'élection présidentielle le 18 avril prochain. La seule chose sur laquelle les Algériens attendent désormais d'être fixés est la candidature ou non du président sortant Abdelaziz Bouteflika. Désormais, jusqu'au 4 mars, les regards vont se tourner vers le Conseil constitutionnel auprès duquel les candidats éventuels ont maintenant 45 jours pour déposer leur dossier. Le plus attendu sera évidemment Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999 qui, malgré les multiples appels à un 5e mandat lancés depuis plusieurs mois par les personnalités de son camp, n'a toujours pas fait part de ses intentions. Cette incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'État, diminuée par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie, d'autant qu'à ce stade, aucun candidat d'importance n'a pour l'heure annoncé son intention de se présenter. L'incertitude pourrait durer jusqu'au dernier moment. On se rappelle, pour la précédente présidentielle en 2014, le président Bouteflika avait déposé sa candidature dans les ultimes jours avant l'expiration du délai. Je ne pense pas qu'il appartienne au gouvernement ou même à l'Union africaine de dire à la Cour ce qu'elle doit faire. Il s'agit de la déclaration de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au lendemain de la demande formulée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de suspendre la proclamation des résultats définitifs des élections. Le ministre Mende a estimé que la Cour fera ce qui est bon pour la manifestation de la vérité et jugé bon de faire confiance à l'institution. Le camp de l'opposant Félix Tshisekedi, vainqueur provisoire de l'élection présidentielle du 30 décembre selon la commission électorale, a qualifié de scandaleux l'appel de l'Union africaine à surseoir à la proclamation des résultats définitifs. Plutôt que d'attendre l'arrêt de la Cour, c'est maintenant l'Union africaine qui dit à la Cour de ne pas statuer. Donc nous trouvons ça scandaleux, ça n'a aucun fondement juridique du point de vue international, ni du point de vue interne. Je doute de la crédibilité de M. Kagame quant à ses qualités de démocrate. L'Union européenne et l'Union africaine est sous sa coupe, c'est lui qui la dirige. Cette décision, c'est avec son aval qu'elle a été rendue publique. À l'issue d'une réunion à Addis Abeba de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, l'Union africaine a publié jeudi soir un communiqué dans lequel elle émet des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés par la commission électorale.
L'organisation africaine a aussi annoncé l'envoi lundi d'une délégation comprenant le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et son président, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Selon les autorités zimbabwéennes, 68 personnes ont été blessées par balle et les forces de sécurité ont procédé à 600 arrestations lors des 3 jours de grève nationale sévèrement réprimée. Une situation qui suscite des inquiétudes tant au plan national qu'à l'international. De grandes puissances, notamment l'Union européenne et les États-Unis, ont appelé les autorités zimbabwéennes à cesser l'usage excessif de la force. Les organisations des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch, dénoncent également un usage excessif de la force pour réprimer la contestation en cours au Zimbabwe. Les mouvements de protestation dans le pays font suite à l'appel de la ZCTU, le principal syndicat du pays, à 3 journées ville morte pour protester contre la hausse des prix, notamment la hausse du prix du carburant annoncée le week-end dernier. S'en sont suivies dès lundi des manifestations de colère violemment réprimées par la police dans les 2 plus grandes villes du pays, Harare et Bulawayo. S'il est impossible d'établir un bilan précis pour l'instant, les autorités zimbabwéennes avancent un bilan de 68 blessés par balle. Mais selon l'Association zimbabwéenne des médecins pour les droits de l'homme, il y aurait au moins 10 morts sur l'ensemble du pays et plusieurs centaines de blessés, notamment dans les quartiers populaires de la capitale, Harare, Epworth, Chitungwiza et Kadoma, où la police a fait usage d'armes à feu pour disperser les protestataires. That since the protests began on Monday, people are shut down and shut. Depuis le début des manifestations lundi au Zimbabwe, les gens sont enfermés chez eux, ils ne sortent pas, il n'y a pas de transport public, les écoles publiques ne sont pas fonctionnelles. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, les familles seront à court de nourriture et devront alors retourner dans la rue. Run out of food and would then have to go on the streets again. Le blocage de l'accès à Internet pendant 2 jours et maintenant la censure continue. Et le blocage des médias sociaux, c'est aussi sans précédent. Nous sommes donc dans une situation bien pire. Même Mugabe n'a pas coupé Internet pendant 2 jours. Même Mugabe n'a pas demandé à sa police de tirer sur les gens en plein jour sans que personne ne soit tenu responsable. Ce régime actuel, dirigé par le président Mnangagwa, a été positif, promettant des réformes en disant qu'il s'agit d'un nouveau régime, mais en réalité, il n'y a pas eu d'amélioration. La violence dont nous avons été témoins ces 3 derniers jours le prouve. La fusillade à balles réelles par la police des manifestants, y compris les rapports selon lesquels un jeune homme aurait reçu une balle dans la tête devant sa famille. Des mesures additionnelles seraient prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soutenir davantage. L'annonce du gouvernement n'est pas plus détaillée pour le moment, mais le geste est salué par le collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Le problème, selon son président Isiaka Diaby, c'est que jusqu'à maintenant, mis à part une prime d'1 million de francs CFA à chaque famille des 3000 personnes tuées en 2010-2011, les fonds décaissés pour les indemnisations n'ont jamais été versés. Nous savons que c'est de la volonté politiquement du président de la République, qui est le seul aujourd'hui qui mène des actions, se soucie de la situation des victimes. Mais malheureusement, certains de ses collaborateurs directs posent des actes contraires à la mission qu'il leur a confiée, dénonce Isiaka Diaby. Et d'ajouter, ils n'ont pas versé l'argent. Il n'y a pas de liste de victimes. D'autres ont reçu l'argent, tel que le ministre Mariatou Kone, aujourd'hui, qui tantôt dit « j'ai reçu 10 milliards », tantôt dit « j'ai reçu 20 milliards ». Depuis 2015, elle n'arrive pas à remettre les fonds aux victimes. Désormais, le collectif compte bien être partie prenante dans la distribution des fonds et dans une politique d'accompagnement des victimes sur le long terme. Notre expertise est très importante. Les victimes se confient mieux à nous, assure Isiaka Diaby, pour qui cette indemnisation est une reconnaissance nécessaire aux victimes qui estiment n'avoir pas obtenu justice.
Dégage, gouvernement du FMI, ou encore Chahed, oh lâche, le peuple tunisien n'accepte pas l'humiliation, scandaient ces manifestants qui reprochent au Premier ministre Youssef Chahed de céder aux directives du Fonds monétaire international. Défilant dans les rues de Sfax ce jeudi, ils étaient des milliers de Tunisiens à répondre favorablement à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT à une grève générale massive dans les services publics. هذه الجولة نتاع المفاوضات وقلنا يا ناس رانا ماناش طالبين زيادة في الأجور. Dans ce round de négociations, nous avons dit, nous ne demandons pas d'augmentation salariale, nous demandons de rééquilibrer le pouvoir d'achat. Et c'est parce que vous avez détruit ce peuple, affamé ce peuple, appauvri ce peuple. Ils ont vendu la Tunisie, hypothéqué la Tunisie. Mais nous ne la céderons pas. Mais votre combat, ô fils et filles de Hacheb, c'est plus que les augmentations salariales. Vous allez défendre la Tunisie, l'immunité de la Tunisie et l'indépendance de la décision nationale. Le mouvement de protestation a paralysé les transports, les écoles ainsi que les administrations. De nombreux vols ont également été annulés ou repoussés dans plusieurs aéroports du pays, notamment à Monastir et Djerba. La grève de jeudi est la première à rassembler la fonction publique et les entreprises publiques. Rappelons qu'une grève des fonctionnaires avait été très suivie en novembre dernier, d'une ampleur inédite depuis 2 grèves générales en 2013, en réaction aux assassinats de 2 opposants. Cette manifestation intervient dans un contexte politique tendu en ce début d'année électorale. En l'absence d'informations officielles sur cette réunion, une source de l'opposition au Venezuela a indiqué que Julio Borges, ancien président du Parlement vénézuélien exilé en Colombie, et Antonio Ledesma, ex-maire de Caracas, réfugié à Madrid, participaient notamment à cette réunion. Des représentants de l'ambassade des États-Unis au Brésil étaient également présents à cette rencontre qui s'est tenue sans aucun accès à la presse. Aujourd'hui, le président Bolsonaro a sans aucune simulation permis à son ministère de nous recevoir, ce qui est un geste de solidarité envers le Venezuela. Tout ce qu'on doit faire, je peux le résumer de cette manière. Mettre toute la pression sur le système entièrement pour que le gouvernement, cette dictature, tombe une fois pour toutes, pour qu'une transition commence et qu'ensuite il y ait des élections, ou bien mettre toute la pression au même endroit, sur tout le système, et qu'ils ne voient pas d'autres options que de négocier leur départ et quitter le pouvoir. À travers cette réunion, le groupe de Lima, formé de 14 pays du continent américain, dont le Brésil, réfléchit aux moyens d'augmenter la pression sur le gouvernement vénézuélien. Ces pays ne reconnaissent aucune légitimité au régime socialiste de Nicolás Maduro, investi président pour un nouveau mandat le 10 janvier. Bolsonaro, très aligné sur les États-Unis, est farouchement opposé au régime de gauche de la région et n'a pas caché sa volonté d'œuvrer à la chute de Nicolás Maduro. À Caracas, une opposition affaiblie par la répression ou les exils tente de se mobiliser de nouveau contre le régime socialiste.